trois exemplaires. Les trois, s'il te plaît. Voilà. Ce sont les trois. On va couper la musique. J'adore la musique, mais quand même, ça va bien. Voilà, les gens rejoignent en contact, c'est bien. Voilà, on va être avec le groupe qu'on avait souhaité. En tout cas, merci toi. Of course. Okay. Do I have to? Yes. It was set up this way. Ah, okay. In that case, I have to put on my glasses. Moi, je mets mes lunettes. Apparemment, je suis responsable de laisser entrer les gens. En tout cas, merci d'être venu. C'est assez extraordinaire d'être dans un salon de 800 personnes et de nous retrouver avec peu. Mais nous savons très bien qu'il faut respecter les législations, les règlements au point de vue de la participation. Et heureusement, nous avons non pas seulement une participation intéressante sur Internet, mais en plus, nous avons l'occasion d'enregistrer et de prendre un moment pour vraiment faire un peu l'histoire. Je vous rappelle que dans l'histoire, des grandes initiatives sont toujours faites par peu de personnes. Il y a peu de personnes qui permettent de quand même s'imaginer un autre futur, et c'est des peu de personnes qui se rassemblent pour faire des idées une réalité. Alors, ce livre que je viens de publier sur papier pierre, eh bien, ce livre est un livre où l'idée de base est née il y a 3 ans. L'idée est née il y a 3 ans lors d'une entrevue avec Monsieur Moustapha Terra, qui était juste après une réunion de APM. Nous étions en cours APM avec un expert, moi, APM, et il y avait la demande d'urgence d'aller à la réunion avec Monsieur Terrab, et c'était assez intéressant parce que je n'ai pas vraiment pu clôturer la réunion, et pire que ça, je dois vous avouer que quand je me suis mis dans le débat avec Monsieur Terrab, eh bien, j'ai même oublié le dîner que j'avais avec les dirigeants d'APM. Parce que la discussion avec Monsieur Terrab était si intense et si visionnaire que j'ai vraiment oublié tout. À la fin de la journée, nos amis de APM sont sortis du restaurant et quand moi je suis arrivé, j'ai dit, mais zut, j'ai oublié parce qu'il y avait encore 3 membres qui ont décidé de dîner quand même. Eh bien, on a téléphoné presque tout le monde et à 11 heures le soir, on s'est retrouvés autour de la table avec une dizaine de personnes. Je vous raconte la petite histoire parce que c'est important qu'on se rappelle des petites histoires. Ce rendez-vous avec Monsieur Terrab qui n'était pas planifié, c'est pas évident d'avoir 3 heures avec Monsieur Terrab, mais c'est encore moins évident d'avoir de se creuser avec les idées et de trouver plusieurs idées clés que nous avons évoquées lors de ce premier entrevue. Ce sont les idées que nous avons reprises dans ce livre. Alors, je crois que pour nous, c'est très important d'avoir ce rappel de l'histoire. Et ce rappel de l'histoire me permet de vous dire, eh bien, il y a 10 projets qui ont été retenus et 3 projets étaient déjà, pour nous, l'évidence même entre Monsieur Terrab et moi, où on s'est dit, le futur du Maroc est différent du futur qu'on connaît aujourd'hui. Quand ce matin, j'ai passé quelques heures avec le ministre El Alami, il m'a évoqué que quand même, regardez, OCP et les phosphates, aujourd'hui, c'est la moitié de l'exportation de l'automobile. Je dis oui, jusqu'au moment que vous n'avez pas encore réalisé un des projets que j'évoque dans mon livre, c'est le papier pierre.
Le papier pierre va doubler le chiffre d'affaires, eh bien, les phosphates avec le papier pierre va rattraper le leadership du secteur automobile. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Nous sommes en train de nous imaginer un futur du Maroc avec un taux de croissance qu'on ne s'imagine plus. C'est ça ce qui est vraiment l'élément clé. Il en a besoin d'un taux de croissance, mais pas une croissance avec l'exportation des produits sans valeur ajoutée. On souhaite avoir une croissance avec beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est là où, évidemment, quand je regarde le stérile des mines des phosphates, où nous avons aujourd'hui déjà atteint 1 million de tonnes de production en Chine, eh bien, je crois que c'est l'évidence même que le Maroc fera autant d'ici 3, 5, 10 ans. Ce n'est pas une question si on le fera oui ou non, c'est quand est-ce qu'on va terminer la première usine. Demain, je suis très content d'avoir un rendez-vous partiellement en direct Zoom, partiellement en présentiel, avec les responsables d'OCP qui n'ont plus été dans leur bureau depuis même une année, mais on s'est donné le rendez-vous pour vraiment mettre une force, une énergie derrière la réalisation de ce projet de papier-pierre. Alors, je fais aussi une petite confidence. Ce livre est imprimé sur papier-pierre. Eh bien, le premier envoi de tests laboratoires de papier-pierre qu'on a fait il y a déjà 2 ans après la signature d'un accord entre l'entreprise chinoise et OCP, on a envoyé un matériel stérile de 10 kilos, eh bien, se retrouvent dans ce papier 8 kilos de ces 10 qui ont fait la preuve du potentiel. Entre-temps, on a envoyé 40 tonnes. Il y a 40 tonnes qui attendent en Chine pour être transformées en papier, mais sur des rouleaux industriels. On veut faire la preuve. Moi, je ne crois pas du tout dans ce qu'on appelle la preuve en labo. Je veux faire la preuve sur des rouleaux, les rouleaux de papier qu'on peut envoyer pour imprimer. Et je crois que c'est ça ce dont nous avons besoin dans la réalisation de ces projets. Alors, le papier-pierre est devenu, dès du premier moment, un travail, une vision d'un caractère assez surprenant. Mais le papier-pierre, on a fait entre-temps, évidemment, les analyses. Et les analyses nous ont indiqué que le Maroc importe 340 000 tonnes de carton ondulé pour l'emballage. Et dans l'emballage, vous avez une explosion de la demande pour le carton, parce qu'avec Amazon, avec tous les envois, voilà, vous savez très bien qu'il y a une demande. Et eh bien, le Maroc est capable, d'ici 3 ans, d'être 100% autosuffisant en carton ondulé. C'est un marché en pleine croissance et le Maroc sera le seul premier pays qui a la possibilité de le transformer. Mais transformer quoi? C'est le stérile des mines, le phosphate. C'est le stérile. Et quand le phosphate se vend pour 60 ou 80 dollars la tonne, quand les engrais se vendent pré-mélangés pour 300, 400, 500, eh bien, le papier-pierre se vend pour 1000. Alors, on change complètement la chaîne de la valeur ajoutée et c'est dans cette optique-là que nous avons besoin des acteurs qui sont capables de réaliser les projets. L'idée même, le concept, ni la technologie est difficile. Ce qui est toujours important, c'est d'avoir des entrepreneurs. Une des raisons pour lesquelles j'insiste toujours dans mon livre, on a besoin des entrepreneurs. Il faut réveiller l'entrepreneur en nous. Parce que si vous n'avez pas des entrepreneurs qui sont prêts, avec des financiers, de foncer, eh bien, vous avez des belles idées, mais vous n'avez jamais une transformation sur le terrain. Je me rappelle très bien de la réunion avec M. Terrap, un deuxième projet. Et le deuxième projet, c'était les algues. Moi, je suis un fanatique des algues. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grande opportunité, lors de mon travail en Afrique orientale,
de lancer la culture des algues. Je l'ai fait en Tanzanie. Et en Tanzanie, à Zanzibar, Pemba et Mafia, sur les 3 îles, il y a aujourd'hui 17 000 employés qui ne font que la cultivation des algues. Les algues ont besoin des nutriments. Eh bien, qu'on a vu et qu'on a discuté la possibilité d'avoir la cultivation des algues au Maroc, Monsieur Terrab a mis son doigt sur Tarfaya. Il a dit là, c'est là où vous devez aller. Évidemment, 6 semaines après, j'y étais. Je suis un homme d'action. Je ne veux pas bavarder. J'y vais, j'y étais, j'ai vu, j'étais convaincu que c'était vraiment une extraordinaire opportunité pour le Maroc de changer la logique du littoral. Est-ce qu'on aura le littoral simplement pour pêcher et surpêcher, ou est-ce qu'on aura aussi l'opportunité de développer ces rideaux d'algues? Et les rideaux d'algues, pour moi, est une opportunité sans pareil, une opportunité sans pareil pour le Maroc. Il y a bien entendu déjà des initiatives au Maroc pour le développement des algues, mais on le fait pour la cosmétique. Mais la cosmétique, c'est petit volume. On pense en milligrammes, on ne pense pas en tonnes. Et un pays comme le Maroc, avec ses plus de 3000 kilomètres de côte, vous avez besoin de penser en milliers de tonnes. Des milliers de tonnes de cultivation d'algues. Pour protéines, d'un côté, mais plus important pour énergie. L'énergie renouvelable, et que quand même, Sa Majesté a quand même mis clairement dans la tête de tout le monde, tous les Marocains, que le Maroc sera le pays leader dans les énergies renouvelables. Et bien entendu, l'éolienne et le solaire sont 2 éléments fort intéressants, mais le troisième sont les biomasses. Et les biomasses d'algues vous donnent 2 possibilités. La première, c'est de pouvoir faire le gaz méthane qui remplace le gaz naturel subventionné par l'État marocain. Le Maroc est quand même prêt d'investir énormément d'argent dans l'approvisionnement de gaz à ces populations lointains, pas facilement accessibles par le réseau de distribution traditionnel avec des grands tubes. Eh bien, moi, je crois que grâce à la cultivation des algues, il serait possible d'approvisionner des villages de pêcheurs, d'Agadir jusqu'à Dakhla, de les approvisionner avec un gaz naturel d'algues. Mais en plus, et je n'ai pas mis dans le livre, c'est pour ça qu'il faut avoir une conférence comme aujourd'hui, parce que dans un livre, il faut se limiter à 180 pages. Il faut laisser la possibilité aux gens de lire les idées en un week-end, une fin de semaine. Mais ce que je n'ai pas mis là-dedans, c'est que les algues nous donnent une opportunité de produire le carburant pour les avions. Alors, l'Europe et le Japon ont mis sur le carburant. Il y a déjà un vol séminal. Il y a un vol séminal qui part de Amsterdam avec un carburant d'algues. Quel est le problème? Il n'y a pas de fournisseur. La technique est connue, le raffinage est connu, mais l'approvisionnement. Et vous regardez l'Europe. Si vous voulez encore cultiver des algues en Bretagne, vous n'aurez jamais le permis. Le seul pays qui les fera encore, c'est l'Irlande, mais l'Irlande préfère en faire des savons, préfère en faire des produits cosmétiques, parce que si leur littoral ne leur permet pas d'imaginer des milliers de tonnes. Mais le Maroc, avec plus de 3000 kilomètres, vous avez l'espace nécessaire. Mais rappelons-nous ce que j'ai déjà dit à M. Terrab lors de notre premier rendez-vous, rappelons-nous quand même que si vous cultivez des algues de mer avec la richesse de nutriments qui vient d'arriver naturellement sur les côtes du Maroc, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 tonnes de biomasse d'algues par an, par hectare. C'est une productivité inouïe. C'est-à-dire que si vous prenez des OGM de maïs ou de soja dans les meilleures conditions du monde, vous n'avez pas plus que 10 tonnes par hectare. Nous parlons de 1000 tonnes par hectare. Et vous laissez 500 tonnes dans l'eau pour se régénérer, vous prenez les autres 500 tonnes, résultat en étant
c'est que vous avez 500 tonnes de combustible, soit en gaz méthane, soit en carburant, qui est émission zéro. Par an. Par an. Émission zéro, c'est-à-dire que vous avez neutralisé les émissions de carbone et vous faites quand même un travail extraordinaire de régénération de la forêt tropicale, de la forêt de mer, et ces forêts de mer seront vraiment les bases de régénération du stock de poissons, parce qu'on a surpêché. Il y a un problème de densité de poissons. On tue les femelles. Et voilà, et on tue les femelles, tu connais bien. C'est dans ce contexte-là qu'on a dit, Monsieur Terrab a dit, c'est là où tu dois aller. Et on a vu, on a analysé, on a calculé, eh bien nous sommes sur le point avec OCP, la fondation, nous sommes en train de mettre les premiers rideaux d'algues pour faire la preuve de tout cet enchaînement de développement. Oui, les 1000 tonnes ont été testées en Namibie et en Afrique du Sud, c'est-à-dire que les tonnes, et ce sont les courants de nutriments qui sont similaires aux courants de nutriments ici. On a fait venir, parce que mon travail était de faire venir des experts du terrain. Alors on a fait 3 visites du terrain pour pouvoir vérifier la possibilité d'avoir une telle productivité, mais on a trouvé un problème assez grave, c'est que la densité des nano et des microparticules de plastique sur le littoral du Maroc est de l'ordre de 10 000 à 12 000 par litre. Résultat n'étant que les résultats qu'on attendait de l'Afrique du Sud au Maroc n'ont pas été atteints. On a perdu au moins 80% de la productivité parce qu'on bloque la vie biologique avec une adhésion des nanoparticules et des microparticules. Alors, la mauvaise nouvelle est évidemment que nous n'avons pas la possibilité d'atteindre la productivité comme on l'a en Afrique du Sud, en Namibie. De l'autre côté, le Maroc nous a aidé à trouver une des solutions pour séparer les nanoparticules, de l'eau de mer et de les faire absorber. Et quand on fait la méthanisation des algues, eh bien, nous avons au même moment la possibilité d'éliminer les nanoparticules plastiques. Ça veut dire qu'on peut créer des zones libres de plastique où, à l'intérieur de cette zone, on peut faire la production, la cultivation des algues, avec un taux de productivité beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que le coût est... Pour moi, c'est toujours important de savoir, pas seulement quel est le coût, le plus important de savoir quels sont les revenus que je peux gérer. Alors, on génère beaucoup plus de revenus parce que maintenant, j'aurai une filière de poissons au Maroc qui est libre de nanoparticules plastiques. Quel est le prix? Eh bien, c'est évident que si moi je dis j'ai certifié des poissons sans nanoparticules, microparticules plastiques, ça veut dire que tous les autres ont des particules plastiques. Quel est mon prix? Eh bien, mon prix est plus élevé. C'est ce deuxième projet qu'on a quand même développé avec M. Terrab. On est déjà sur le plan de passer à l'action. Et je crois que ça, c'est un élément qui m'a beaucoup plu avec M. Terrab et ses équipes, c'est qu'il y a une volonté de passer à l'action. Même si la production des algues est loin du core business de OCP, je dis non, c'est pas si loin de votre core business. Parce que quand vous faites la méthanisation des algues et cette biomasse est quand même convertie en biomasse inerte, parce que la biomasse devient inerte, dans ce cas-là, vous avez un résidu de 2% plus ou moins qui sont des biophosphates. Alors, tout d'un coup, OCP pourrait se positionner comme étant première entreprise du monde qui fabrique des biophosphates. Alors là, on parle des premières dans le monde. Quel est le prix des biophosphates? Je suis convaincu que d'ici 50 ans,
on ne va pas dépasser les phosphates minés, mais on aura au moins une alternative naturelle. Et si d'autres pays sur le littoral africain rejoignent le Maroc, eh bien, dès de La Ayoun ou Tarfaya, à Dakhla, à Nouakchott, à Dakar, toute cette région peut se convertir en centre de production des biophosphates et des gaz méthane, tout en nettoyant le littoral, les océans, des nanoparticules. Je crois que c'est un deuxième projet qu'on avait déjà imaginé dès le début. Et le troisième projet est basé sur l'initiative d'une entreprise que je préside, s'appelle Novamont. Troisième projet, c'est évident que quand vous creusez le terrain, vous faites l'explosion, vous retirez les phosphates, vous laissez des dégâts. C'est évident, vous avez quand même fait un travail de fond qui était nécessaire, mais vous laissez des dégâts. Et les dégâts, c'est évident que l'OCP accepte la responsabilité de redresser et de régénérer, mais je leur ai demandé de penser un peu plus qu'à la simple plantation d'un arbre. Il faut en faire un arbre où il faut faire une plante pérenne qui vous donne des revenus et autres opportunités. Raison pour laquelle on est arrivé chez le chardon. Le chardon, qui est une plante pérenne, qui est un cadeau de la nature, c'est une plante qui n'est pas adorée, quand même que le Maroc a une grande culture de ces plantes, parce que le Maroc est un des pays qui, dans l'histoire, a toujours utilisé la levure de chardon pour faire le fromage de brebis, le fromage de chèvre. C'est dans ce contexte-là qu'on a vu la possibilité de planter les chardons dans les terrains, pas pour avoir des champs de chardon simplement pour avoir la plante, mais pour faire la biochimie. Je suis convaincu que le Maroc est un pays qui est prédestiné à se mettre dans la biochimie. Les phosphates, c'est déjà la biochimie. Mais l'opportunité de se mettre dans la chimie, la biochimie avec les chardons, eh bien, une délégation de OCP est allée visiter en Sardaigne l'usine que nous avons montée. Ils sont revenus pour dire il faut qu'on le fasse. Je crois que là, on a de nouveau une grande opportunité, des terrains qui sont des terrains de peu de valeur, des terrains qui ne sont pas les terrains préférés pour quand même ni l'acheter, ni le travailler, ni le cultiver, deviennent une base pour régénérer la couche carbone de terre, parce que quand vous avez une plante pérenne, vous avez la possibilité de faire infiltrer les racines partout. Après 7 ans, ces plantes meurent, vous donnent des semences et vous pouvez recommencer. Mais entre-temps, vous avez une huile qui n'est pas vraiment une huile comestible. Ce n'est pas une huile avec une très haute productivité, mais c'est une huile qui est très facile de convertir en bioplastique. Comme je dirige aujourd'hui l'entreprise, je ne suis que le président du conseil, on a une extraordinaire équipe pour faire le travail de fond, mais comme nous avons l'expérience, on a déjà un chiffre d'affaires qui est proche de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que nous sommes dans une industrie qui est capable de faire preuve qu'on sait concurrencer. Comme les bioplastiques font partie intégrale de la transition écologique, eh bien le premier pays en Afrique qui a décidé d'éliminer les sacs plastiques, c'était le Maroc. Le Maroc, le ministre a décidé plus d'usage, zéro tolérance. Eh bien, nous sommes convaincus que quand il y a zéro tolérance pour les sacs plastiques qui ne se dégradent pas, il y a 100% de tolérance pour des sacs qui se dégradent. Des sacs en plus qui se dégradent aussi bien dans l'eau, dans l'air et dans la terre. Et je crois que nous avons un troisième volet. Ce sont les 3 projets avec lesquels M. Terrab a demandé à ses équipes d'OCP de bien vouloir regarder quelles sont les autres opportunités. Eh bien, j'ai eu le privilège de pouvoir parcourir le pays
pendant 2 ans. J'ai fait la connaissance du pays, j'ai regardé de tous les côtés et j'ai quand même trouvé pas mal d'autres opportunités. Je ne vais pas présenter toutes les opportunités que j'ai connues, mais j'aimerais bien quand même évoquer 2 supplémentaires qui m'ont beaucoup motivé à moi. Parce qu'on fait la découverte, on dit ah, « Waouh, c'est ce qu'il faut faire ». Le premier projet, c'est qu'un jour, j'étais dans les bureaux de OCP et il y avait des maquettes des mines et les maquettes des opérations, les grandes maquettes. Et je regarde en dessous de ces maquettes et je trouve 4 têtes des mosasaures. Je dis, mais des têtes de mosasaures, des fossiles des mosasaures chez vous? Ils disent, ah oui, on a autant, on ne sait plus quoi faire. Je dis, mais moi, je suis content d'échanger mon contrat avec vous. Vous me payez en tête de mosasaure. Vous ne me payez pas en cash, vous me donnez seulement 3-4 têtes et moi, je suis content. Hein. J'ai fait analyse, quel est le marché des fossiles aujourd'hui? Alors, c'est incroyable que le Maroc est un des plus importants, un des pays plus importantes sources de fossiles du monde, et le Maroc aujourd'hui n'a que 10 paléontologues. Il y a une femme qui a à peine 30 ans, mais tous les autres sont des vieux comme moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment est-il possible qu'un pays qui est si riche, et en plus, il est évident, quand on regarde un peu les ventes aux enchères à Paris et à New York, il y a pas mal de têtes de mosasaures qui partent de chez vous et qui sont vendues pour 500 000 euros. Des bonnes pièces pour 2 millions. Et je constate tout d'un coup que le pays est un pays qui est fournisseur sans vouloir de l'être, qui n'a plus de paléontologues, mais il y a une demande sur le marché international qui est prêt de dégager un demi-million pour une tête que je trouve en dessous d'une maquette dans une mine. Et je crois que là, j'aimerais bien quand même demander aux Marocains de se réveiller du potentiel que vous avez. Parce que le négoce, c'est un négoce qui a besoin des arts et des métiers. Main-d'œuvre est qualifiée, mais main-d'œuvre, vraiment, main-d'œuvre pour nettoyer et restaurer. J'ai vu des pièces comme à Ben Guerir dans la bibliothèque de l'université polytechnique Mohamed VI. Dans la bibliothèque, il y a une vingtaine de pièces, mais ce sont des pièces extraordinaires, des pièces de musée. Les tortues, les poissons, les mosasaures, tout est présent. Et moi, j'ai décidé de le mettre dans un chapitre spécial, toute cette opportunité, parce que c'est une filière qui va aussi positionner tous les gens qui ont les moyens et qui sont nés dans l'époque de Jurassic Park se souhaitent faire des maisons avec des dinosaures et des mésosaures. C'est évident. Pourquoi mettre une peinture de Michelangelo qui vous coûte 100 millions? C'est mieux de mettre un mosasaure de 5 millions. Et je crois qu'il y a une opportunité. Alors, j'ai trouvé une jeune femme, Leila Medrat, qui est une jeune de 30, qui fait son doctorat en paléontologie, et on s'est parlé. J'ai dit, mais vous avez quand même compris la nécessité. Mais lui, il n'y a personne qui m'écoute. Je dis, moi, je t'écoute. Moi, je t'écoute et moi, je vais faire le nécessaire. Deuxième projet qui me motive beaucoup, et hier, quand j'étais avec l'ambassadeur de l'Espagne, on a parlé de Saint-Exupéry. Alors, le fait que Saint-Exupéry a passé 15 mois de sa vie à Tarfaya, où il faisait les tests avec son avion Breguet. Il avait 3 Breguet, il avait 27 ans, il avait le Rolls-Royce de l'aviation de l'époque. Il faisait l'atterrissage, dépistage, l'arrivée, décollage avec ses Breguet dans les dunes autour de Tarfaya. Et un jour, il trouve cette pierre noire, assez lourde, il les met dans son avion et il revient avec ces pierres. Il les envoie à Paris, il lui dit le lendemain,
Antoine, tu as trouvé des météorites. Tu as trouvé des météorites qui proviennent de 7 météores différents. Et comme il avait devant soi, dans ce petit bureau, ce petit demeure où j'étais, il y avait toujours des roses. Alors vous voyez immédiatement, le petit prince est né. Le petit prince fut né à Tarfaya, entre le désert Sahara et le désert Atlantique. Et entre les deux, il s'est imaginé l'histoire qui a quand même inspiré dans le XXe siècle toute une jeunesse, traduit en plus de 300 langues. Eh bien, en 2027, c'est le centenaire de l'arrivée d'Antoine de Saint-Exupéry à Tarfaya. J'ai demandé à l'ambassadeur de la Belgique, j'ai demandé que quand même l'Europe, faites ce que vous faites, débattez, vous pouvez débattre ce que vous voulez, mais il faut célébrer la culture, le fait que la créativité entre un grand écrivain français qui était basé sur une forteresse espagnole, que vous avez quand même eu une inspiration du désert et de votre environnement traditionnel marocain, que vous devez le célébrer entre vous. Et pour moi, ça c'est un élément clé dans ce projet. On a 6 ans pour se préparer. Je suis très content que ce soir, lors du dîner, il y aura plusieurs personnes autour de la table pour quand même faire avancer, parce que c'est un projet d'immobilier. Et je m'adresse à toi, c'est un projet d'immobilier parce que toute l'infrastructure originale de l'Espagne de l'époque est encore là. Tout. Y inclut les hangars où Saint-Exupéry avait ses 3 brigades. Les hangars sont encore là. Sa maison est en très mauvais état, c'est normal, parce qu'on n'a plus rien fait avec. Mais je crois qu'il y a une opportunité de vraiment valoriser l'histoire pour en créer un futur pour une partie du pays où on a du mal à s'imaginer quelles sont les grandes industries qu'on peut développer. Mais c'est le nouveau tourisme. J'en ai parlé avec les Japonais, j'en ai parlé avec les Espagnols en Canaries, et tout le monde dit, mais on y va. Alors, mes chers amis marocains, préparez-vous pour l'accueil. Quand je n'en parlais pour la première fois en Belgique, chez mes amis YPO, les amis YPO ont dit, mais on y va. Eh bien, ils ont organisé la visite de 80 avions, petits avions, qui sont venus de Bruxelles et de Paris et de Toulouse pour faire le voyage, pour atterrir sur ce piste d'atterrissage où Saint-Exupéry est parti tous les jours pour faire son petit tour. Alors, les gens souhaitent quand même apprendre, souhaitent se rappeler de l'histoire, mais comme Saint-Exupéry est une personnalité reconnue dans le monde entier, je crois que là, nous avons tous et toutes une opportunité d'en faire une belle affaire. Il y a aussi le rallye de l'aérocross. Exactement. On a fait venir à l'aéroport de Rabat, parce que j'en fais partie. Ah, mais... Et voilà, il y a eu une commémoration il y a 5 ou 6 ans. Oui, je crois que la célébration du centenaire de la création de l'idée de Petit Prince est quelque chose qui va avoir un impact le monde entier. Eh bien, dans mon petit livre, nous avons dû limiter ceci à 40 minutes, mais dans mon petit livre, il y a quand même pas mal d'autres projets que je souhaite vraiment faire valoir. Je parle de l'introduction de la nouvelle technologie d'Internet avec la lumière, le LiFi. Je suis content quand même d'indiquer que Hotman a déjà créé une entreprise au Maroc pour le promouvoir. Alors, je salue l'entrepreneur qui a pris l'initiative. Je crois que, pour moi, la grande opportunité de faire un travail pour le bien commun et sur lequel j'aimerais bien terminer cette intervention. Le bien commun. On n'a pas besoin des entrepreneurs qui sont là pour seulement faire l'argent. Heureusement, les 10 modèles d'affaires que je dévoile dans mon petit livre, ces 10 projets sont des projets qui sont aussi bien pour le bien commun du pays, ils ont un impact pour le monde entier, mais au même moment, ce sont des bonnes affaires. Et quand on fait des bonnes affaires, moi je suis toujours convaincu
quand on fait des bonnes affaires qui ont une grande opportunité pour tous et toutes, pour aussi être au service de notre territoire, de notre culture et de nos communautés, eh bien, ensemble, on va créer un grand futur. Merci. Othman.